Bonjour à tous et bienvenue sur le site Anomalie aérienne non conventionnelle ufologie dynamique. Alors aujourd'hui c'est un spécial AARO, le bureau de résolution des anomalies tout domaine. Tout domaine, pourquoi pas. Donc on va s'attarder sur cette news uniquement, pourquoi? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Donc, ce qu'on va faire, c'est en fait revenir un petit peu au départ, juste avant en fait le déploiement du site de la Haro, rattaché au Pentagone, au DoD. Donc, on va regarder tout de suite en fait la première information. Il s'agissait en fait d'un scoop de Defense Scoop d'ailleurs. Kathleen Hike supervise directement le bureau du AP du Pentagone. Un nouveau site web de reporting sera lancé. Alors en fait, c'était vraiment 2 jours avant, à peine 2 jours avant, parce que là, nous étions le 30 août 2023, et c'était un scoop, c'est-à-dire que on a appris, par rapport à ce site, on a appris que Kathleen X allait prendre la direction en fait de la Haro. Alors en fait, elle va superviser la Haro au-dessus du docteur Kirkpatrick. D'ailleurs, c'est assez étonnant. C'est-à-dire que on met en fait quelqu'un de supérieur par rapport en fait à la gestion de la Haro, donc par ce docteur. Donc la secrétaire adjointe de la défense Kathleen X et un porte-parole du Pentagone ont informé Defense Scoop de la vision à court terme du bureau de résolution des anomalies dans tous les domaines, donc la Haro. Donc la secrétaire adjointe Kathleen X a récemment décidé, je sais pas si elle a décidé, mais en fait, je pense qu'elle a plutôt été en fait catapultée, de superviser personnellement l'équipe d'enquête sur le phénomène anormaux non identifié du Pentagone, officiellement connu sous le nom du bureau de résolution. Donc AARO a appris Defense Scoop en exclusivité et un nouveau site internet sera bientôt lancé. Alors en fait, le site internet a été lancé hier. Donc je l'ai commenté hier sur le Discord et je l'ai commandé bien sûr sur YouTube, pas YouTube, oui un petit peu sur YouTube, mais en même temps sur X, donc ex-Twitter. Et donc j'ai commenté en fait certains détails que j'ai relevés. Vous allez voir, il y a certains détails en fait où on a le droit de soulever certaines questions. Bon, vis-à-vis en fait du positionnement, c'est un petit peu ambigu, faut l'avouer, personnellement. Néanmoins, c'est un élan démocratique. Donc, on va pas se diriger vers les thèses complotistes, mais effectivement, il y a quand même quelque part un effort. Mais cet effort, vous allez voir, c'est un peu étrange. Donc, on va regarder ça tout de suite. Alors, X tient désormais des réunions régulières avec le premier directeur de la Haro, donc Sean Kirkpatrick, qu'elle a également repositionné pour qu'il relève directement d'elle. Donc, c'est-à-dire que il ne dirige plus véritablement la Haro. Enfin, si vous voulez, il dirige la Haro, mais il doit rendre des comptes à Madame. Donc, le numéro 2 du Pentagone a pris des mesures à la fin du mois dernier, en partie pour aider à accélérer le développement et le lancement par la Haro d'un site web. Alors, pourquoi? Rappelez-vous des vidéos que j'ai faites. Pourquoi on en arrive là? Tout simplement qu'il y avait eu énormément de critiques, ça faisait plus d'1 an que le site était attendu, qu'on attendait un mail, qu'on attendait un numéro de téléphone, et en plus de ça, de nombreux pilotes civils et militaires réclamaient le déploiement d'un site, et ça ne venait pas. Et du coup, tous les médias, enfin, bonne partie des médias ont en fait déployé, si vous voulez, d'un point de vue médiatique, ont déployé la critique, et donc ça n'a pas plu, sachant que en plus, la Haro est financée par le contribuable américain. Donc le Congrès s'y est mis, le Sénat s'y est mis, sachant qu'en plus on avait vu au mois d'avril que Kirkpatrick avait été auditionné par le Sénat. Donc c'est vrai que il y a un moment, il fallait donner des résultats, et donc ça a été très vite là. Là, en espace de 3 jours, on a eu le changement de direction. Enfin, changement de direction, on a eu une direction supérieure vis-à-vis du docteur Kirkpatrick, et on a eu le déploiement du site. Donc c'était très vite, en espace de 3 jours là, ça a été bouclé. Donc on verra après sur l'ensemble. Forcément, c'est le début d'un site. C'est vrai que c'est pas encore très clair, mais on verra quelques détails intéressants. Donc
d'un site web donc public mandaté par le Congrès. Donc c'est le Congrès qui avait demandé, sur lequel l'organisation devra divulguer ses travaux et ses conclusions non classifiés, hein. Pas classifié, non classifié, et offrir un mécanisme sécurisé via lequel les utilisateurs peuvent soumettre leur propre rapport sur d'éventuelles observances de phénomènes aériens non conventionnels. Lors de discussions séparées au cours de la semaine dernière, la porte-parole AX et du Pentagone, Eric Pahen, a informé Defense Scoop de nouveaux détails concernant la vision à court terme. Donc, à court terme, le secrétaire adjoint de l'ARO et du dernier statut du nouveau site web et du mécanisme de reportings avant une annonce officielle du ministère de la Défense, attendu jeudi. Donc, c'était donc hier, jeudi, donc elle a été déployée hier. Je crois que la transparence est un élément essentiel du travail de l'ARO. Alors, vous vous rappelez les vidéos que j'ai faites concernant en fait la réaction de plusieurs pilotes civils qui en fait se méfiaient de l'ARO, et même Ryan Graves, donc un des lanceurs d'alerte au Congrès, lui se méfiait aussi, d'ailleurs avait même déconseillé de déposer un rapport auprès de l'ARO. De toute façon, il y avait rien, donc il y avait rien pour publier, donc de toute façon c'était assez compliqué. Et on a vu dans une récente vidéo que j'ai faite les critiques en fait des pilotes civils en disant bah ouais mais non mais on peut pas, il y a rien, il y a pas de téléphone, il y a pas de mail, il y a pas de site, il y a rien, voilà, et avec en plus une méfiance et défiance. Je ne sais pas si vous en rappelez. Et il y a une espèce de méfiance et défiance vis-à-vis des pilotes civils, en particulier vis-à-vis de cet organisme qui est rattaché au Pentagone. Donc c'est vrai que bon, on sent qu'il y avait un problème en fait, et puis peut-être un problème au niveau de la FAA. Donc en disant que bon bah il y a des sources, des éléments qui remontent auprès de la FAA sur des observations non conventionnelles, mais le problème c'est qu'il n'y a pas d'organisme pour recevoir, si vous voulez, ce genre d'éléments. Donc obligatoirement ça a posé problème. Alors, donc, conformément à notre responsabilité de protéger les capacités critiques de défense nationale, bah, c'est normal et de renseignement, ça c'est logique. Alors, dans les coulisses, c'est des objets volants mystérieux et apparemment inexplicables, on entend laisser perplexes les humains du monde entier. Ça. Donc, je passe un petit peu l'article, hein, c'est un petit peu un condensé. Le dernier regain d'intérêt donc a commencé à s'accentuer au cours de ces 5 dernières années en réponse à de multiples vidéos vérifiées. Donc ça c'était surtout par rapport aux vidéos de 2017, bien sûr, hein, et puis l'article du New York Times qui a fait vraiment... Il a tout déclenché. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, si on regarde les faits depuis 2017, en fait, c'est l'article du New York Times qui a tout déclenché, en fait, en fin de compte. Là, on est en 2023, ça a vraiment tout déclenché. J'ai l'impression que cet article a vraiment fait quelque chose. Ça, c'est évident. Donc, du coup... on va reprendre l'article. Donc, AX a officiellement créé l'ARO via un mémorandum officiel l'année dernière, ça c'est vrai, après que les législateurs ont mandaté sa création dans la loi d'autorisation de la défense nationale pour l'exercice 2022. Alors ça, on le voit dans le rapport, dans un des rapports qui a été publié. La mission UAP n'est pas facile, la mission de l'ARO qui consiste à minimiser les surprises techniques et du renseignement synchronisant de l'identification, de l'attribution, de l'atténuation, de la détection scientifique, du renseignement des opérations, l'attribution et l'atténuation des objets, donc phénomènes aériens non conventionnels, des problèmes de sécurité nationale, est orchestré par un petit groupe, mais en pleine croissance, équipe a expliqué AX. Alors c'est un petit groupe, alors j'aimerais bien savoir le nombre en fait. Alors je pense que c'est un petit peu plus grand que le GIPAN, hein, qui doit aujourd'hui être à une secrétaire et puis un ingénieur, pour la France, hein, pour le CNES, mais effectivement c'est un petit groupe, donc en pleine croissance, donc je pense qu'ils vont peut-être mettre un peu plus d'argent. Donc la ARO n'a pas encore atteint sa pleine capacité opérationnelle, non, ça c'est sûr, vous allez voir le site. Et j'espère qu'ARO y parviendra au cours de l'exercice 2024. Eh ben on espère aussi. Donc pour répondre aux instructions du Congrès sous la direction... Alors c'est vraiment le Congrès qui a mis pression, parce que là on sent bien que c'est le Congrès en fait. Et sous la direction de son premier directeur, Sean Kirkpatrick, le responsable de l'ARO, doivent diffuser une série d'études. Donc cette pression, hein, diffuser des études croissantes d'enquête et d'observation UIP de l'organisation répertoriée par le ministère de la Défense et le personnel de la communauté du renseignement. Kirkpatrick a témoigné lors d'une audience, on l'avait vu au sous-comité sénatorial des forces armées. Alors ça c'est sous-communauté des sénatoriales des forces armées, c'est quelque part un sous-comité qui est en rapport avec le financement. Vous vous rappelez, j'ai parlé de financement.
Si vous regardez une de mes vidéos, je mets en avant les menaces de financement et puis les comptes rendus, le fait de rendre des comptes vis-à-vis de l'argent qui est utilisé par un tel organisme. Donc, vous vous rappelez, on avait vu Kirkpatrick sur une vidéo, et si vous regardez plusieurs fois la vidéo avec Kirkpatrick, on voit que ça l'énerve complètement, ça vraiment, ça le titille, qu'on lui pose des questions, et il est vraiment pas à l'aise, et on voit qu'il est excédé. Regardez son comportement, il est excédé au fait que le Sénat lui pose des questions sur son travail. Ce qui est entièrement à la fois normal, puisque c'est le contribuable qui est imposable, qui paye justement cet organisme. Alors apparemment il n'avait pas trop à en dire, mais bon, il a été obligé d'en dire, il avait même diffusé d'ailleurs, si vous vous rappelez, des vidéos. Donc l'ARO a étudié en profondeur plus de 650 cas d'incidents signalés. Donc peu de temps après cet événement, en juillet, le comité de surveillance de la Chambre des représentants a tenu une audition distincte sur la transparence donc des phénomènes à laquelle ont participé particulièrement beaucoup de monde, au cours de laquelle 3 anciens responsables américains, bon ça on avait vu auprès du Congrès, donc David Grosh, Ryan Graves, David Fravor, donc l'ARO n'a pas assumé sa responsabilité de s'engager sérieusement avec des observateurs potentiels. Alors ça c'est vrai parce que on l'a vu au travers des médias américains. Certains pilotes civils ont vu qu'en fait ils engageaient pas de responsabilité dans le fait qu'ils témoignaient. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont passés par des organismes indépendants comme le MUFON, comme SCU ou comme la nouvelle association de Ryan Graves qui est chargée de prendre en compte les témoignages de pilotes civils. Donc on a vu en fait tout simplement que effectivement c'était pas très sérieux cette histoire et que le DED a besoin de meilleurs mécanismes de reporting et de réponse. Donc ça veut dire que ça a été mal fait. En fait, quelque part, quand vous lisez ça. Donc, au cours des audiences, Kirkpatrick est l'énonciateur, un point de Discord visible. Donc, ça, on avait vu qu'il y avait en fait une espèce de Discord entre David Grosh en particulier et Kirkpatrick a été soulevé concernant la livraison apparemment retardée de la HARO du site web mandaté par la NDAA par l'exercice 2023 et du mécanisme de reporting. Alors, c'est vrai que Kirkpatrick s'en est pris vraiment plein les oreilles, quoi. C'est clair, on lui a reproché en fait de pas aller assez vite. Alors, et je vais pas prendre la défense de Kirkpatrick, mais il me fait penser à Jean-Jacques Velasco à l'époque du CEPRA au CNES, qui en fait, on lui demandait des réponses à l'époque du 5 novembre 90, si vous vous rappelez en fait de la fameuse polémique du 5 novembre 90, le pauvre Jean-Jacques Velasco avait une secrétaire, il était tout seul. Il avait en fait personne, si vous voulez, il avait personne pour se débrouiller. Donc effectivement, Kirkpatrick m'a fait penser un peu à ça en fait à un moment, sans vouloir prendre obligatoirement sa défense. Le type sans moyens, bon, vas-y, on va te filer un service, on va te filer peut-être 2 secrétaires et un stagiaire, ou un gars, ou un appelé du contingent, je ne sais pas, ou un jeune engagé, et puis tu vas te débrouiller avec ça, tu vas, faire le site, machin, le site était même pas prêt, il y avait rien qui était fait. Et puis tu vas essayer d'enquêter sur les 650 cas. S'il avait 3-4 personnes pour enquêter sur les 650 cas via 2 secrétaires, à mon avis, le pauvre, il était complètement dépassé. Donc effectivement, on peut lui reprocher peut-être de pas avoir fourni grand-chose, mais est-ce qu'il avait les moyens ? Donc je reviens sur Jean-Jacques Velasco à l'époque du CEPRA, après la fin du GEPAN, au sein du CNES, c'est exactement pareil. Il s'en est pris, en fait. En plus, il avait les colibets internes au CNES. On connaît le CNES et son manque de courage sur la question, et effectivement c'est vrai que le pauvre Jean-Jacques Velasco, surtout à la période du 5 novembre 90, ça l'a vraiment pas fait. On a vu qu'il manquait de moyens, qu'il était tout seul, qu'il avait une secrétaire, des fois par moment un stagiaire qui travaillait au CNES. C'est vraiment une catastrophe. Ça a été vraiment le peu de moyens, le minimum requis, le minimum syndical, on va dire ça comme ça. Donc c'est vrai que on peut faire la même analogie avec la situation de Kirkpatrick. Lors de l'audience sur la transparence du 26 juillet, les témoins ont exhorté les législateurs à tenir la HARO pour responsable. Alors c'est vrai qu'ils avaient tenu la HARO pour responsable, c'est vrai que et s'assurer surtout à Ryan Graves, qui avait vraiment accusé la HARO,
et à s'assurer qu'il était de la bonne voie pour mettre en œuvre le mécanisme de reporting requis pour que les observateurs de phénomènes puissent accéder aux informations et partager leurs comptes personnels pour informer le DoD. Bah oui, normal, informer donc le Pentagone. Donc le site a consulté un calendrier dans une note non officielle qui aura enregistré toutes les étapes majeures de la HARO, avait précédemment suivi dans le cadre du développement du site web jusqu'au 31 juillet. Donc on l'a vu, là nous sommes donc le 1er août et donc c'était hier. Donc la même date à laquelle AIX a convoqué les parties prenantes pour discuter du site web, officiellement ordonné au DoD de fournir à ce bureau toutes les informations administratives et le soutien technique nécessaires pour créer et lancer le portail en ligne avec succès. Alors, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai mis en fait sur la communauté YouTube, mais aussi sur Twitter, et par rapport à un streamer qui en fait avait écrit qu'il a fallu quand même plus de 460 jours pour pouvoir créer un site internet. Bon, personnellement, il aurait pu le faire avant. Enfin, je veux dire, voilà. Un site internet, ça se fait en 48-72 heures. Il suffit d'un bon webmaster et puis il vous lance un site internet. Le type va travailler 12 heures de suite, il va nous sortir un truc d'enfer. Et il y a des très bons webmasters pour ça. Eux, il leur a fallu plus de 400 jours, 450 jours même pour lancer un site. Ouais, c'est un portail qui est quand même très long. Je ne sais pas quel temps a pris le portail du CNES du GIPAN. À mon avis, on a même été plus rapide en tant que Français, comme quoi. Donc, AIX n'a reçu les documents du site web qu'en fin juillet, apparemment, que fin juillet, date à laquelle elle s'est impliquée et prise en charge de la supervision personnelle du projet, a confirmé Defense Group. Alors, on voit bien, elle a reçu les documents du site web fin juillet. Nous sommes en août. Vous vous rendez compte? Elle vient d'être au courant de ce qui se passe à la HARO, là. Elle s'est impliquée et pris en charge à la supervision personnelle. Donc, elle s'est dit que ça allait pas. Donc, c'est une femme, voilà, à fort caractère à ce niveau. Elle s'est dit, bon, ça va pas du tout, votre truc, là. Vous traînez, moi j'ai le Sénat, j'ai le Congrès, j'ai la pression, j'ai aussi les commissions sénatoriales pour le financement militaire, le financement des recherches, le financement des services de renseignement. Donc, il va falloir aller vite parce qu'à un moment, on va se faire couper les vivres. Je veux dire, sur certains projets, voilà, le Congrès, le Sénat va dire bon bah ok. Et je vous rappelais la vidéo que j'ai faite. C'était presque des menaces. Il y avait presque des menaces au Congrès. Même imposer une loi pour couper des salaires de fonctionnaires. Et c'est une loi qui existe aux États-Unis. Donc là, il fallait faire vite. Donc on sent que ça fallait faire vite. Allez, on arrive tout de suite à la HARO. Et voilà. Donc voici le site de la HARO. Alors je l'ai traduit, j'ai fait un translate via Google. Alors nous sommes sur le bureau donc de résolution des anomalies tout domaine. Alors c'est marrant, ça c'est ce nom, bureau de résolution des anomalies tout domaine. Ça m'a toujours posé les questions. En fait, c'est pas comme nous, groupe de recherche à l'information sur le phénomène aérospatiaux identifié ou phénomène aérien non conventionnel, peu importe. Mais là, c'est bureau de résolution des anomalies tout domaine. Bon, tout domaine, d'accord, des anomalies tout domaine. Alors c'est vaste tout domaine. Alors est-ce que tout domaine c'est terrestre, mer, ciel, alors que nous en France au CNES c'est plutôt le ciel. Le GEPAN c'était plutôt le ciel, phénomène aérospatiaux non identifié. Donc là c'est tout domaine. Donc est-ce qu'on englobe en fait terre, mer et ciel? C'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est un peu. Donc la mission est de minimiser les surprises techniques et de renseignement en synchronisant l'identification, l'attribution et l'atténuation de la détection scientifique du renseignement et opérationnel des phénomènes anormaux non identifiés à proximité des zones de sécurité nationale. Alors, proximité des zones de sécurité nationale, c'est-à-dire les frontières. Alors, les frontières aussi les bases militaires, etc. Mais de toute façon, une zone de sécurité nationale, c'est une frontière. D'accord, comme la nôtre. Donc, vision, les phénomènes anormaux non identifiés ont détecté, suivi, analysé et géré de la manière efficace et efficient au moyen de pratiques normalisées du DoD, donc de la communauté du renseignement et des affaires civiles, en adhérant aux normes les plus élevées en matière de sciences et du renseignement. Ça, j'aimerais bien voir ça. Et dans la plus grande transparence et conscience partagée. Bon, ok. Je veux bien, attention, je suis d'accord. Voilà. Mais
Je vais pas lire la. Alors là, vous avez phénomène aérien. Alors, des objets aéroportés ne sont pas immédiatement identifiables. Je vais revenir plutôt le DOD. Regardez bien. Et justement, c'est là que le débat va se lancer. Regardez bien. Le DOD considère les phénomènes anormaux non identifiés, UAP, comme des sources de détection anormales. J'ai bien dit anormales. Hein. Vous allez voir ensuite. Dans un ou plusieurs domaines, c'est-à-dire aéroportés, maritimes, spatiaux et ou transmoyens, c'est-à-dire probablement terrestres, ce qui veut dire terrestres, qui ne sont pas pourtant attribuables à des acteurs connus. On est d'accord ? Et qui démontrent des comportements qui ne sont pas facilement compris par les capteurs et les observateurs. Alors, capteurs, en 2023. En 2023, on est capable de capter n'importe quel phénomène, n'importe quel objet volant, qui soit de Russie, qui soit de Chine, qui soit d'Inde, qui soit de n'importe quel pays émergent. D'accord ? On a la technologie nécessaire. Donc là, ce n'est pas compris. C'est un phénomène qui n'est pas compris par ces capteurs. On est d'accord ? Et les observateurs. Donc les observateurs militaires, civils ou témoins, lambda, etc. Les détections anormales, entre guillemets, incluent sans s'y limiter les phénomènes qui démontrent des capacités apparentes ou des matériaux qui dépassent les enveloppes de performance connues. Les performances connues, c'est quoi ? Quand on vous dit des capacités apparentes et de matériaux qui dépassent les enveloppes de performance connues, ce n'est pas des avions, ce n'est pas des drones. Vous avez bien entendu, vous avez bien lu, je répète, des capacités apparentes ou des matériaux qui dépassent les enveloppes de performance connues. Qu'est-ce qu'on connaît ? On connaît les avions, les hélicoptères, les drones, les fusées, et puis tout ce qui vole dans les airs à base d'air chaud, d'air froid, ce que vous voulez. Les ballons météo, ballons sondes, etc., etc. Mais ça dépasse, c'est bien écrit, ça dépasse les enveloppes de performance connues. C'est-à-dire que ça dépasse tout ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc, il y a plus de courage, effectivement, dans la terminologie. D'ailleurs, j'ai émis un tweet en signalant Loch Ness en France. Il y a plus de courage. Et là, c'est pas une critique. Là, faut pas critiquer la Haro pour ça. Il y a plus de courage chez la Haro qu'il y en a chez Loch Ness. Parce que jamais Loch Ness, au sein du GIPAN, aurait écrit une chose pareille. Jamais. Parce que ce manque de courage au sein du CNES est très connu. Vis-à-vis de certaines personnes qui le dirigent et qui contrôlent certains services. Jamais ils auraient écrit qui dépassent les enveloppes de performance connues. Jamais. Ils marquent qu'il y a des phénomènes classés D, et puis après des D, ça part en D1, D2, etc. Il y a différentes choses qui sont en fait de l'ordre de phénomènes inconnus, mais c'est tout, ils s'arrêtent là. Ils s'arrêtent là, hein. Ils vont pas plus loin. Hein. Oh là là, ils vont pas plus loin. Ils vont pas chercher plus loin. Faut pas choquer l'establishment au sein du CNES, n'est-ce pas ? Donc un pan peut être constitué d'un ou plusieurs objets anormaux. On parle bien d'anormalité, anormaux, non identifiés, donc qui n'a pas été identifié et peut persister sur une période de temps prolongée. Voilà, quand j'ai lu ça, c'est-à-dire une période de temps en vol, donc en vol intra-atmosphérique ou en vol spatiaux, sur un temps prolongé, mais peut persister sur une période de temps prolongé. Est-ce qu'il s'agit du vol même de l'objet ou il s'agit de vagues ? Et ça, à un moment, je me suis posé la question. Est-ce que il parle pas de vagues complètement, c'est-à-dire qu'un phénomène, si vous vous rappelez, il y a des vagues en 1970, la vague de 1954 en France, il y a différentes vagues, la vague belge des années 90, etc. Est-ce qu'il parle de vagues ou il parle d'un temps en fait donné de vol en fait de l'objet, enfin persister sur une période de temps prolongée. Alors ça c'est assez étonnant. Alors je pense que c'est peut-être les deux en fin de compte quelque part, probablement. Alors vous allez voir, et là il y a quelque chose que je me suis intéressé. J'ai décrypté en fait le site et il nous dit que on va regarder l'UAP Reporting Trends de 1996 à 2023. Donc là, cette année. Voici donc l'altitude des UAP. Mais il y a un problème. Regardez bien. Il n'y a pas d'UAP sur l'image. On voit que des avions. Il n'y a rien. Ok. Il
Il n'y a rien. Alors, on sent qu'il y a alors, on n'a pas voulu mettre des dessins d'UAP, mais on pense que c'est 4,3% pour ce type de vol, 2,9, etc. 40, 40K, 45K, 45 000, donc au-dessus, un peu plus bas qu'une montagne, là. Donc l'UAP va voler apparemment là. Mais bon, on n'a pas de descriptif. Je trouve qu'on n'a pas de descriptif. C'est vague, moi je trouve. C'est assez vague où on regarde l'altitude des UAP, mais on n'a pas voulu en fait mettre d'image. Ça m'a étonné. Et on va revenir, et vous allez voir, on va revenir à autre chose. Regardez donc les croissants. Donc avec ce gâteau coupé en fait en parts. Donc nous avons donc les tic-tac, nous avons les polygones, les rectangles, les fameux triangles, nous avons des ovales, nous avons des lumières hein, c'est vraiment, nous avons autres, nous avons ambigu sensor contact, donc contact sensoriel ambigu. Donc nous avons les orbes. Alors les orbes, c'est ce qu'il y a en fait de plus fréquent, c'est ce qui avait été en fait rapporté surtout par les pilotes civils. Donc les orbes runes rare, 47%, c'est absolument énorme. Donc là, on voit en fait les formes répertoriées hein, sur cet ensemble. J'étais quand j'ai vu cette image-là, je me dis, putain, c'est dingue. Il répertorie en fait les formes d'objets, ce que ne ferait jamais le GEPAN, le CNES n'aurait jamais le courage de faire, de répertorier chaque forme en fonction en fait d'un pourcentage. Bon, là c'était quand même assez étonnant. C'est vrai que c'était quand même. Alors, on a aussi les hotspots, donc les aspects de territorialité où il y a plus d'observations. Alors, on voit. Alors, c'est un peu vague. Hein. Moi, personnellement, c'est un peu vague. Voilà. Donc, alors. Je suis étonné. Regardez bien, on nous parle donc d'altitude des UAP, à combien en fait ils évoluent. Alors, est-ce que ça va dans le sens de l'étude ukrainienne Pas obligatoirement, parce que nous sommes à 9,5, 14,6% d'observation à cette altitude. C'est vrai que c'est assez étonnant par rapport à l'étude ukrainienne, mais bon, ce qu'on avait vu justement récemment. Donc voici en fait le document donc qui est lisible hein, sur bien sûr le site. Vous pouvez aussi bien sûr le télécharger en PDF. C'est un PowerPoint hein, à la base. Mais voilà, on peut voir tout de suite ce qui se passe sur ce site. Hein. Voilà. Donc on va en revenir. Hop, je vais revenir tout de suite. Voilà. Voilà, donc on voit donc la tendance, la tendance des reports, des rapports. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Alors, on a les cas, hein, ce qu'ils appellent les cas. Alors, je suis assez étonné parce que on n'a aucun cas écrit, mais on a des cas vidéo. Alors, on a le cas d'un objet sud-asiatique, un capteur numéro 1, donc un capteur infrarouge prospectif MQ9 a capturé cette séquence en Asie du Sud alors qu'il enregistrait un autre MQ9 après analyse de la vidéo en mouvement complet, inclusion de séquences supplémentaires avec une distance focale plus longue et analyse des données de vols commerciaux dans la région. L'ARO évalue que l'objet est probablement un avion commercial et que la cavitation traînante est un artefact de capteur résultant de la vidéocompression. Voilà, donc ça c'est déclassifié. Alors, on le voit là, cette vidéo, voilà. Donc voilà. Vidéo UAP encore objet sud-asiatique encore, donc un capteur infrarouge de prospectif MQ9 a capturé cette séquence en Asie du Sud alors qu'il enregistrait pareil. L'ARO évalue sur l'objet probablement un avion commercial et que la cavitation traînante est un artefact de capteur résultant de la vidéocompression. Donc on voit encore cette autre vidéo. Donc on voit en fait cette vidéo. Donc ça, voilà, ça à droite, à gauche.
Voilà, donc on peut regarder ça. On voit donc ce clip, vous le connaissez, c'est le clip le fameux clip du Moyen-Orient. Donc ils ont mis alors une vidéo que je connaissais pas, objet de l'Ouest de l'Ouest des États-Unis. L'analyse de la vidéo animée combinée aux données de vols commerciaux dans la région a conduit la Haro à évaluer que les objets étaient trois avions commerciaux distincts volant à grande distance. Donc voilà. Alors on explique tout, hein. On vous explique tout. Donc c'était des avions apparemment volant à grande distance. Voilà, chacun. N'empêche qu'ils sont suivis par contre. Donc on- en fait, l'armée américaine suit des avions commerciaux. Donc après, chacun le prendra comme il veut. Euh, donc apparemment, des avions commerciaux, c'est intéressant à filmer. Donc voilà. Donc nous avons cette vidéo capturée par un pilote en optique d'un avion montre la vitesse typique à laquelle l'avion métal peut s'approcher d'un objet inconnu. Alors il le considère comme inconnu. Hop, et voilà, ça passe. Alors c'est peut-être un ballon, hein, c'est peut-être un ballon en milliard, je ne sais pas. Mais bon, c'est un objet qui passe à fond très rapidement. Radar infrarouge, alors on a forcément le cas vidéo du FLIR, du gimbal et du GoFast bien sûr. Ces fameuses vidéos que connaît, et puis bien sûr d'autres vidéos donc qui donnent en fait des explications sur ce que c'est, hein, donc voilà, et d'autres voilà. Alors on y va à tâtons, mais alors vous allez voir, vous rappelez que je vous ai lu que le DoD considère les phénomènes anormaux notifiés comme des sources de détection anormales dans un ou plusieurs domaines, c'est-à-dire aéroportés, maritimes, etc. Ok, d'accord, très bien. Et que ces matériaux qui dépassent les enveloppes de performance connues. Donc, vous vous rappelez de cette phrase. Ok. On va aller voir tout de suite. On va aller voir tout de suite un autre document. Là, ici. Voici donc ce document qui nous explique les performances qui dépassent les performances connues. On nous met donc des images de drones. Et comme le dit notre correspondant Anthony 77 sur Discord, ça a la forme en fait d'un prototype Northrop qu'on nous met en dessin pour nous expliquer des performances non connues. Alors là, j'ai été étonné, sachant que on est en train d'imager, de nous transmettre l'image à travers ce site, que ce que l'on voit est peut-être en fait des appareils de haute technologie. Et en plus de ça, et d'ailleurs ils se sont fait moquer d'eux parce que il y en a qui se sont moqués d'eux en disant oui non mais vous arrêtez de vous moquer de nous là, c'est risible. Vous nous parlez d'objets inconnus, d'enveloppes voilà anormales, etc., de choses non conventionnelles, et vous nous sortez comme dessin donc un drone. Et donc voilà comment en fait ils voient le phénomène aérien non conventionnel comme un drone dans l'image, dans la perception qu'ils veulent donner. Alors est-ce que c'est pour brouiller les pistes en disant bah oui mais ce que vous voyez c'est probablement des objets en fait de haute technologie. Mais alors si c'est des objets haute technologie, ça leur appartiendrait à eux. Ça paraît logique, sachant que l'avion, là, le dessin qu'on voit, là, regardez, c'est la manière dont ils décrivent. C'est-à-dire que les avions sont susceptibles de capter des objets inconnus qui sont en fait des appareils tout à fait conventionnels, etc. Bon, moi, personnellement, ça ressemble pas à un tic-tac. Hein, ça reste... il nous parle d'enveloppes non connues, etc., de technologie, mais moi, ce que je vois là dans l'image qu'il nous donne, hein, du phénomène, c'est un truc avec des ailes, avec un réacteur, avec des turboréacteurs, avec un carburateur, avec un moteur et qui fait du bruit. Bon, elle a peut-être des formes un peu bizarres, mais ça reste un avion. Donc, j'ai du mal à avoir compris. Et donc, j'avais répondu sur Twitter. J'avais répondu sur Twitter en disant bon, je leur ai envoyé en fait un message
que j'ai mis sur le Discord d'ailleurs. Je leur ai dit, mais il y a une contradiction. Il y a une contradiction entre le message là qu'il nous donne. On va revenir sur le site de la Haro. Là, ici, là, on va regarder tout de suite ensemble. Donc là, le message là qu'il nous donne, il est totalement en inadéquation avec l'image qu'ils nous pondent, qui nous sortent. C'est-à-dire que ça, voilà, c'est en inadéquation. Ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire le texte qui sort là sur le site n'a strictement rien à voir avec l'imagerie qu'il donne d'un phénomène inconnu. Et donc, il y a forcément une part de manque de courage, parce qu'en plus, le phénomène, enfin la chose qu'il nous donne là, c'est un drone, sauf que ça n'a strictement rien à voir avec les précisions qui sont écrites noir sur blanc ici. Les orbes, tic-tac, polygones, rectangles, triangles, disques, parce que vous voyez, il y a un pourcentage de disques, vous avez vu, 2%, des cylindres, etc., etc., des lumières, autres, bon, voilà, 47% de sphères, personnel, et en plus c'est de 96 à 2023, c'est pas sur une très grande période, quand on regarde bien, c'est pas très vieux en fin de compte, c'est pas une période de 30 ans, c'est ce que je veux dire, et c'est cette... et là, j'ai soulevé l'ambiguïté sur Twitter en disant non mais alors on va regarder tout de suite ce que j'avais écrit sur voilà sur Twitter. Donc là on le voit, on voit en fait et vous allez voir quand on voit ma question, voilà ce que je pose. Donc, voici ce que je pose comme question. Bonjour, DOD à Haro, pouvez-vous nous expliquer cette contradiction citoyen et pourquoi l'UAP n'est pas visible, sincèrement? Donc, voilà. Alors, voilà ce que j'ai soulevé. Donc, je soulève ce que je viens de vous faire voir. D'accord. On voit pourquoi en fait ils sont pas. On aurait pu très bien pu mettre des images. Je vois pas pourquoi on n'aurait pas pu mettre des images par rapport au pourcentage des images de forme d'objet de genre. Pourquoi on nous met l'objet d'un avion qui est non détecté, qu'il s'agit en fait tout simplement d'un drone de type Northrop, comme nous le disait notre correspondant Anthony 77. Et là, pareil, UAP. Pour moi, c'est pas un UAP, c'est un drone. C'est vraiment prendre les gens pour les imbéciles. Franchement, c'est vraiment prendre les gens pour les imbéciles. Voilà, donc voilà ce que je pense. Donc en fait, tout simplement, c'est quand même assez aberrant de voir où on en est. Mais bon, après, je reconnais l'effort démocratique, l'effort de transparence, mais il y a trop d'ambiguïté encore, et puis il y a un manque de courage pour dire aux gens. En fait, ça inclut l'idée que ce que les gens voient ou interprètent serait en fait tout simplement des technologies évoluées, mais ça n'a rien de non conventionnel en soi. Pourtant, il y a bien il y a bien un graphique, enfin, il y a bien un croissant, etc., avec des parts, avec des pourcentages de formes, mais ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'ils décrivent sur leur plaquette. C'est ça qui m'épate. Alors, autre aspect que l'on peut voir, c'est la récupération d'un document donc de l'Office directeur national de l'intelligence, donc 2002, donc le report annuel des phénomènes aériens non identifiés que vous pouvez récupérer, bien sûr, vous pouvez télécharger en PDF. Donc il y a tout le travail là qui est effectué avec la mise en place de l'ARO, voilà. Donc c'est à vous en fait de le traduire, donc vous pouvez toujours le récupérer. Donc voilà ce qui est récupérable en fait. Il y a la plaquette,
le report annuel 2022, voilà, et puis forcément le reporting trends, donc qu'on peut récupérer, et bien sûr il y a les vidéos, etc. Alors bientôt à venir les rapports sur les programmes d'activité liés aux UAP du gouvernement américain. Alors c'est pareil, j'ai été très étonné aussi parce que écoutez bien, l'ARO acceptera les rapports d'employés de militaires, d'entrepreneurs actuels et anciens du gouvernement américain ayant une connaissance directe des programmes et des activités du gouvernement américain liés aux UAP remontant à, j'étais étonné, 1945. Attendez, il y a la traduction, 1945. Et vous rappelez, si vous avez écouté le premier live que l'on a fait, et il y avait Media Focus que justement avait justement émis l'hypothèse que en fait on va inonder en fait le site de tellement de rapports, de tellement de documents que ça va être totalement illisible, et puis que dedans il est possible aussi qu'il y ait en même temps des petites manigances, donc ou des petites modifications de documents remontant à 1945. Ah, nous sommes en 2023. Imaginez la tonne de documents. Qui va faire ça? Je veux savoir qui va faire ça parce que ça va être énorme. Puis qui va vouloir éplucher? Alors il y a des passionnés qui vont éplucher ça. Moi je pourrais pas le faire parce que je suis pas assez patient pour ça. Mais remontant à 1945 et étonnamment 1945, juste après la guerre et bien avant l'observation de Kenneth Arnold ou bien avant par exemple le crash de Roswell. Étonnant, juste après la guerre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient des choses en 1944-43? On peut se poser la question. Ces rapports seront utilisés pour éclairer le rapport sur les archives historiques de la HARO, dirigé par le Congrès. J'espère qu'ils vont avoir l'œil. Nous annoncerons lorsqu'un mécanisme de signalement sera disponible pour que d'autres puissent utiliser. Ce formulaire est destiné à servir de point contact initial à la HARO. Il n'est pas destiné à transmettre des informations potentielles sensibles ou classifiées. Après les soumissions d'autres rapports, le personnel... Alors, toutes les personnes qui pourront témoigneront, mais apparemment on aura des archives, on va avoir probablement des archives. Voilà. Autre chose qui est aussi intéressante, c'est qu'ils font un appel aux pilotes civils, sont encouragés à signaler rapidement les observations de phénomènes au contrôle de la circulation aérienne. Donc la FAA, etc. La HARO reçoit les rapports de pilotes liés à l'UAP, PIREP, de la fédération FAA, donc Federal Aviation Administration. Donc c'est un appel. Alors c'est un appel pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques, donc il y a eu beaucoup de critiques vis-à-vis en fait de l'attitude de ce qui se passait, beaucoup de pression en disant les pilotes, on voit des trucs mais on n'a rien, donc là, c'est un appel en disant venez nous voir, on va faire une enquête ou on va prendre en considération votre demande. Donc le personnel militaire doit signaler par l'intermédiaire de son commandement et de son service conformément, mais ça c'est normal. Alors ça, je vais passer le cas. Pourquoi? Parce que le personnel militaire doit obligatoirement signaler tout phénomène. C'est le rôle d'un militaire de signaler tout phénomène. Donc ça paraît logique, c'est le rôle d'un militaire. Donc voilà pour la HARO. Donc on a en fait différentes questions posées, donc une FAQ, des rapports de débriefing, rapport 2022, rapport duel. Alors ça on l'avait vu tout à l'heure. Du débriefing, etc. L'actualité dans la presse. Alors on aura l'actualité dans la presse, c'est un petit peu ce que fait un peu le GIPAN au sein du CNES en France. Donc on aura quelques petites choses comme ça. Voilà, donc le site est vraiment au tout début. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Néanmoins, je réitère et j'appuie sur le fait qu'il y a une contradiction entre de nous dire qu'il y a des phénomènes anormaux et sous enveloppe anormale et de nous présenter un drone pour nous spécifier un phénomène dans leur là ici donc ce fameux drone, voilà, donc ce fameux drone là qu'on voit, donc c'est
On essaie de nous mettre une image, hein, franchement, conventionnelle sur ce qui ne l'est pas, en fait. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce qu'ils y vont à tâtons avec les médias en disant, est-ce qu'on évite de mettre une soucoupe volante, une sphère, un objet cylindrique de type tic-tac, pour éviter d'avoir tous les médias qui vous sautent dessus puis qui vous demandent non mais attendez, vous avez mis un tic-tac là, donnez-nous tout de suite les éléments. Est-ce que c'est ça? C'est possible. Mais c'est un peu désinformant. Il y a un peu de désinformation. C'est-à-dire que on vous met quelque chose de très conventionnel en fin de compte, hein. Un drone de ce type-là, même de type Northrop, etc., même à haute technologie, ça reste conventionnel. Pour moi, ça reste toujours conventionnel, hein, ça. Même s'il est guidé par une intelligence artificielle, etc., pour moi, ça reste toujours conventionnel. C'est un avion avec un réacteur, un carburateur. Enfin, jusqu'à l'heure, les phénomènes aérospatiaux nous identifiés ou phénomènes aériens non conventionnels ou anomalies aériennes non conventionnelles, il n'y a pas de réacteur, il n'y a pas d'aile, il n'y a pas il y a rien. Des fois, il n'y a rien. Des fois, c'est des sphères avec rien. Donc, je suis assez circonspect, hein, je le dis. Donc voilà, nous avions donc ce débrief que l'on voit tout de suite, pareil, hein, dans cette dernière news. Donc ce fameux brief, hein, du Pentagone, donc d'un général de brigade, voilà, qui a parlé officiellement hier, voilà, et qui lance en fait le site de l'Haro. Alors, j'ai pas pu le traduire malheureusement, mais on va regarder un peu une petite traduction sur Twitter que j'ai réussi à choper. Alors, c'est la transcription partielle de la vidéo qui comprend la déclaration d'ouverture. Alors, nous attendons à ce que le prochain rapport de l'Haro soit livré relativement bientôt. Bah, on espère aussi. Cela commence la déclaration courte, 1 minute et 3 secondes, et décevante de l'Haro. Bon, ça c'est la critique de la personne. Donc c'est le brigadier de l'armée de l'air, le général Pight Rider. J'ai également inclus toutes les questions des médias modifications. Donc Q. Lise, comment pouvez-vous garantir que les observations signalées soient légitimes et réelles? Comment fera-t-on enquête pour s'assurer que les gens ne plaisantent pas? Alors, Ryder, à l'avenir, les militaires du DoD et les civils pourront fournir des rapports via un moyen privé sécurisé pour garantir que les informations peuvent être examinées de manière à être traitées correctement pour garantir la confidentialité. Haro se concentre sur les faits et recueillit des informations. Et lorsque cela est possible, déclassifier ces informations et les rendre disponibles. Alors ça, j'aimerais bien savoir s'ils vont rendre disponibles les observations de pilotes civils. Ça, j'aimerais bien savoir. Alors, militaire, sûrement pas. Mais enfin militaire peut-être 30 ans avant, 40 ans avant, 1900, juste après 1945 si vous voulez, mais un pilote civil militaire de 2022, 2021, 2023, je doute qu'on ait un rapport. J'y crois pas du tout. Donc, Tony. Donc, les civils peuvent accéder au site web, mais ils ne peuvent pas publier les photos et vidéos d'OVNI sur le site web, n'est-ce pas? C'est exact. Aujourd'hui, sur le site web, vous disposez d'informations provenant de l'Haro qui ont été déclassifiées en ce qui concerne l'examen des rapports UAP. La prochaine étape, dans un avenir relativement proche, consiste à permettre aux militaires et aux civils au DoD qui disposent des rapports UAP de pouvoir soumettre ces rapports pour examen et examen par l'Haro. Les citoyens publics et privés pourront à l'avenir soumettre leur propre rapport. Bon, ça c'est bien. Question démocratique, approche démocratique où le citoyen peut effectivement témoigner même avec une vidéo. Donc, j'espère que ça se fera, mais en tout cas, on peut pas critiquer. On peut pas, voilà. Tandis qu'au CNES c'est différent. Par exemple, au CNES, avec le GIPAN, vous êtes obligé de passer par une gendarmerie. Ça c'est très français. Vous êtes obligé de passer par une gendarmerie qui va faire une petite enquête, et puis que si l'enquête est intéressante, va transmettre ça au GIPAN. Malheureusement, le GIPAN n'a pas de moyens pour enquêter. Ils vont pas vous envoyer un ingénieur pour aller enquêter. Ils vont se rendre compte au préalable s'il n'y a pas eu un lancer de ballon son, de ballon météo, de lanterne taille, la direction du vent, parce que souvent ils jouent avec la direction du vent. Le GIPAN est obsédé par la direction du vent, je peux vous le dire au niveau de plein de rapports, je sais pas pourquoi. Bon, bref. Et puis voilà, donc ça s'arrête là. Tandis que là, non, c'est direct. En fait, c'est direct avec le Pentagone. C'est-à-dire que le témoin va passer par la Haro, va pouvoir envoyer sa vidéo, sa photo, son rapport, et si c'est un pilote, etc. Et là, c'est bien, parce que c'est en direct. Nous, c'est très français, il faut passer la gendarmerie,
GIPAN qui n'a pas de moyens, etc., etc. C'est vrai que bon, c'est un peu l'organisme du pauvre en France, hein. Va falloir peut-être se réveiller. Bon, nous comprenons également que la Haro lui-même sera désormais dans la responsabilité de AX. Je demande simplement à ce que cela change que le plan opérationnel à propos de la Haro et de son fonctionnement. Voilà ce qu'a posé en fait un journaliste. Donc Ryder, sur le plan opérationnel, cela ne change pas la façon dont fonctionne la Haro, sauf que, encore une fois, cela souligne l'importance du programme pour le ministère et le fait qu'il bénéficie de toute l'attention des sous-secrétaires pour s'assurer qu'elle est en mesure de défendre les intérêts du ministère et de se battre pour obtenir des ressources dont il a besoin pour mener à bien leur mission. Alors, à mon avis, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de financer en fait l'organisme, parce que vu la pression du Sénat, des sous-commissions sénatoriales, plus le Congrès derrière, ils n'ont pas le choix de libérer de l'argent, enfin de donner de l'argent, parce que, à mon avis, ça va bloquer. Mais c'est encore le MUFON ou les organismes indépendants qui vont encore récolter en fait ce type d'informations. Donc le Congrès exigeait, là c'est un journaliste, le Congrès exigeait que vous déclassifiez tout, partagez ce qui n'est pas classifié sur le site web. Il y a amendement à la NDA, parrainé par le leader de la majorité du Sénat, Schumer, qui obligerait les archives nationales à déclassifier ces archives UAP ou OVNI. La Haro va-t-il le faire? Vous cherchez à déclassifier certaines des informations dont il dispose? Ryder, ouais. Laissez-moi répondre à cette question parce que je ne connais pas la réponse, nous reviendrons. Ah, c'est croustillant. Bon, en fait, je peux pas vous répondre si on va déclassifier ou pas. Donc voilà. Khalil, le lanceur d'alerte qui s'est manifesté. Donc David Grush, l'ancien officier du renseignement de l'armée de l'air David Grush, les affirmations qu'il a fait au Congrès lors de cette audience du Congrès étaient basées sur des entretiens qu'il a déclaré avoir menés avec 40 personnes. Donc avec 40 personnes. Comme il le faisait. Rapporte la RAO. L'un de ces rapports sera-t-il publié sur ce site web? Ces interviews, est-ce que l'une des personnes qui aura interviewé sera mise à disposition du Congrès? Ryder, juste pour clarifier les interviews qu'il a lui-même menées, Khalil, il a dit que les informations dont il disposait étaient basées sur des entretiens qu'il avait réalisés ou parlé à des personnes. C'est-à-dire 40 personnes, je m'en souviens, c'est vrai qu'on s'en souvient. Je me demande simplement si l'une d'entre elles, une seule personne de ces 40. Oui. 3 petits points. Encore une fois, si je comprends bien, la Haro est tout à fait disposée à accepter toute contribution, information enquêtée sur les allégations de UAP des phénomènes, et donc, si ces informations sont mises à la disposition du ministère, certainement, je vais jeter un coup d'œil. J'adore je vais jeter un coup d'œil, d'accord. Dans le cas pour examen ou non, mais encore une fois, d'une manière générale, ce bureau, pour des raisons évidentes, quelles sont ces raisons évidentes? Bon, Joe, va prendre ses missions au sérieux. Ils la prennent au sérieux, et donc il serait prêt à examiner ce qui leur est proposé. Donc c'est Brandy Vincent qui pose la question. Le Dr Kirkpatrick et son équipe sont-ils prêts à remettre le prochain rapport mandaté au comité approprié du Congrès avec des mises à jour et leur cas au cours de l'enquête? Et si oui, quand? Ryder, oui, je ne vais pas donner de date depuis le podium d'ici. Mais je dirais que nous attendons que ce rapport soit livré relativement bientôt, et bien sûr, nous le ferons savoir. Brandy Vincent. Et puis, étant donné l'élan, je pense, quand ce qui concerne la transparence, le secrétaire adjoint X, enfin la secrétaire, ou le ministère s'engagerait-il à nous informer régulièrement des mises à jour de la Haro? Ainsi, grâce à la preuve de ce site web, grâce à la preuve, c'est une preuve, nous ferons tout notre possible pour garantir que le public dispose d'informations relatives au phénomène, qui soient divulguées, factuelles, etc. Et donc, nous engagerons à fournir en temps opportun des informations précises sur ce sujet, à nouveau dès qu'il sera possible. Brandy Vincent, allez-vous mettre Dr Kirkpatrick à disposition de la presse? Ah, c'est vrai que lui, il est caché. Moi, j'ai l'impression que le Dr Kirkpatrick, il est un petit peu quand même dans un bunker. Mais on a une interview d'ABC, alors je l'ai pas pris, je devais la mettre ce soir, là, enfin, lors de la mise en ligne de cette vidéo. Je voulais la mettre, mais après, ça aurait été trop long. Donc, allez-vous mettre Dr Kirkpatrick à disposition de la presse? Donc, encore une fois, je ne vais pas faire de planification. C'est vrai que c'est pas lui de la faire. Ni de travail d'officier d'action. C'est vrai que c'est pas son travail. Et depuis le podium, mais encore une fois, nous continuerons à tenir le public informé sur ce sujet important.
Donc ils reviennent à chaque fois, ils répètent en boucle ce qu'il a appris comme un bon texte. Donc personnellement, qu'est-ce qu'il faut dire sur la question? Moi, je sais pas, j'ai un doute. Alors, j'ai un doute sur la transparence véritable. J'ai un doute sur la transparence sur le fait que des pilotes là en 2023 voient des choses, les films, etc., et que ça soit tout de suite rendu public, même après analyse. Ça ne veut pas dire que qu'on n'aura pas des nouvelles photos et des nouvelles vidéos, mais la vidéo on l'a dit, la vidéo du Tic Tac, la vidéo de 2014, enfin 2004, 2014, etc. Toutes les vidéos qu'on a vues sont plus longues. C'est même pas moi qui le dis, c'est un pilote de chasse là sur internet. Elles sont plus longues logiquement, parce que c'est comme je vous ai déjà dit dans une vidéo, on filme d'un point A à un point B jusqu'à la fin. Donc ok, l'intrus on le filme jusqu'à la fin. On veut savoir qui c'est. Donc elles sont trop courtes. Et il y en a sur internet qui ont demandé à Laro, ça serait bien qu'on ait quelques minutes supplémentaires. Voilà, ça concerne la vidéo du Tic Tac en 2004. Donc l'époque, la période où David Fravor donc était à bord des avions. Et effectivement, les vidéos sont plus longues et il y a une personne qui leur a posé pour l'instant la question en disant il faudra peut-être rajouter, mettre des vidéos plus longues, quoi. C'est trop court, c'est toujours les mêmes, c'est celles de 2017 alors qu'elles sont plus longues à la base. Bah oui, mais dans la logique, elles sont plus longues. De toute façon, dans la logique militaire, elles sont plus longues. Donc effectivement, pour l'instant, on n'a pas grand-chose, tout simplement. Alors, est-ce que c'est un élan démocratique? Oui. Voilà, donc on va se faire l'avocat du diable. Est-ce que c'est un élan démocratique? Est-ce que ce bureau est important? Mais il n'avait pas le choix en fait, parce que s'il n'y avait pas eu l'affaire David Grosh, l'affaire du Congrès, l'affaire du New York Times de 2017, vous n'auriez pas un organisme comme ça, vous n'auriez pas un site web, vous n'aurez rien du tout. Tout ce qui s'est passé, c'est parce que ça s'est transféré sur les canaux médiatiques. Ce qui a en fait mobilisé le public, le citoyen, mais ce qui a mobilisé aussi le politique. On l'a vu. Donc effectivement, c'est important, mais on a l'impression qu'on est sur le site de la Haro. J'ai regardé tous les liens, j'ai vérifié tous les liens, tout ce qu'il donnait. J'ai l'impression qu'il donne un peu comme ça. On vous donne en fait histoire de vous calmer. Vous savez, c'est un peu un chien qui a faim. Je sais que l'analogie est un peu dure, mais vous lui donnez, il a faim, vous lui donnez pas à manger tout de suite, mais rapidement vous lui donnez quelque chose, il va sauter dessus et il va être content, voilà. C'est un peu ça en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ça. On va calmer, on va essayer de faire descendre la pression. Sauf qu'il y a une bêtise qu'ils ont faite, et là je la souligne. Moi je trouve que c'est vraiment une bêtise d'avoir imagé un drone, d'avoir imagé une espèce de drone là qu'on voit, oui ici là, d'avoir imagé un drone dans le fait de l'UAP, dans le fait du phénomène aérien non conventionnel ou phénomène anormaux, voilà, aériens normaux. Donc d'avoir imaginé comme ça, c'est une grosse erreur parce que la contradiction elle est flagrante par rapport à ce que je disais, par rapport à ça. Donc voilà mon analyse sur la question. Est-ce que on aura des suites? Oui, on aura des suites parce que ils ont l'obligation de donner des suites avec la pression qu'ils ont. Et puis il y a les crédits aussi, les crédits à la recherche, les crédits au renseignement, etc. Donc là, c'est vrai qu'il y a une grosse pression bipartite, donc ils n'ont pas le choix. Mais effectivement, est-ce qu'ils vont donner des éléments probants, etc. Est-ce qu'ils vont, depuis 1945, les gens vont pouvoir témoigner depuis 1945, etc. Est-ce qu'ils vont mettre toute la classification depuis 1945 qui va être démentielle, parce que les archives ils les ont.
sur les archives du projet Blue Book, du panel Robertson, tout ça, mais il y a plein de projets Sign, etc. Mais il y a plein d'autres archives qui sont pas dans ces commissions-là, dans ces projets-là. Est-ce qu'ils vont tout mettre sur Internet? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'ils vont noyer, et d'ailleurs, comme on l'avait souligné donc, dans le premier live, est-ce qu'ils vont noyer en fait la chose avec des milliers de documents qui vont être à moitié lisibles, ou certains documents qui seront complètement en fait barrés, ou vous verrez rien, où il n'y aura pas grand-chose, etc. Je sais pas, franchement je sais pas. J'ai noté en tout cas une contradiction dans l'imagerie qu'il donne de l'UAP, alors qu'en fait voilà. Pour moi la grande chose c'est ça. C'est vraiment ça, c'est vraiment cet aspect-là. Le deuxième aspect, c'est que le Kirkpatrick en fait a maintenant un supérieur au-dessus de lui, donc il est obligé de rendre des comptes à X donc. Et donc on voit qu'il y a des changements internes. Donc est-ce que ça va réveiller la chose? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une mobilisation des ressources scientifiques? Je ne sais pas, parce que quelque part il le note. Moyens scientifiques, ils le notent. Moyens scientifiques, ils le notent. Mais quels moyens scientifiques? Est-ce qu'ils vont aller solliciter Harvard? Est-ce qu'ils vont solliciter les grandes écoles, les grandes institutions scientifiques aux États-Unis, ou même dans le monde? Une coopération internationale? Je ne sais pas. Ils ne le marquent pas. C'est quand même très récent. Il va falloir être patient. Et d'ailleurs, le rapport est prévu pour 2024. Un rapport de l'ARO. Donc, mais je m'en méfie. Je m'en méfie quand même sur le fait qu'ils ont déjà l'objectif quelque part de mettre un aspect extrêmement conventionnel sur ce que voient les pilotes civils et militaires. Je m'en méfie parce que déjà l'image qu'ils donnent déjà sur le PowerPoint est déjà étrange. Donc je me demande si déjà ils ont déjà une directive dans leur tête pour éviter l'aspect non conventionnel, c'est-à-dire l'aspect sécurité-défense, intrusion de phénomènes que l'on ne comprend pas, que de phénomènes que l'on ne contrôle pas. Voilà, donc voilà pour mon avis sur cette affaire. Est-ce que bien sûr la Haro aura donc les moyens de le faire? Je ne sais pas. En tout cas, des moyens, des crédits sont alloués. Peut-être qu'on aura des éléments de réponse. Alors je pense qu'on aura véritablement des éléments de réponse avec un certain nombre de documents en 2025, enfin vraiment après la diffusion du premier rapport en 2024, on aura en 2025 des choses plus intéressantes sur la question. Est-ce qu'ils vont jouer franc jeu? Rien n'est sûr, parce qu'il y a une position en fait entre les associations d'amateurs, donc le MUFON, etc., les associations aussi avec des scientifiques, comme on a vu le SOL, SCU, etc., avec des scientifiques à bord, complètement. On verra, il y aura peut-être une opposition radicale avec, comme il s'est passé à l'époque avec le CNES et le GEPAN, il y avait une opposition radicale en fait entre les ufologues et le GEPAN. Donc est-ce qu'on va se retrouver exactement dans le même cas de figure aux États-Unis entre l'ARO et les associations d'amateurs bien structurées? Allez savoir. Donc je sais pas, sachant que certaines associations ont quand même des scientifiques de très haut niveau. Donc là on est quand même loin de la petite association ufologique française. Donc peut-être qu'il y aura plus de poids au niveau des amateurs, peut-être qu'il y aura une collaboration, pourquoi pas, peut-être une collaboration, ça sera collaboration entre le civil et militaire, peut-être. Bon, j'ai un doute, avec les Américains, j'ai un doute, mais on peut toujours espérer. Donc voilà pour pour cette dernière news. Concernant uniquement et seulement la Haro, on reviendra bien sûr à d'autres news parce que j'ai mis 3 news de côté, j'ai pas pu en parler ce soir parce qu'il y avait trop de choses, mais on va revenir de toute façon prochainement dessus. Voilà, donc n'hésitez pas à aller sur le site, je mettrai le lien bien sûr du site, récupérez les documents, regardez les documents, faites votre avis, donnez votre avis aussi, pourquoi pas, sur la vidéo, et puis on verra tout ça ensemble. Voilà, allez, ciao, bye.